Du reste, cette tripartition politique observée a été profondément remaniée entre 2022 et 2024. Le premier fait, bien évidemment, est la forte hausse de la gauche entre les scrutins de 2022 et 2024, en pourcentage, mais bien évidemment en voix. Le parti présidentiel étant le grand perdant de l'intégralité de la séquence, sans revenir en détail des chiffres du nombre de candidats éliminés au premier tour alors qu'ils étaient sortants, le délitement et aux européennes et aux législatives. Mais ce double balancier induit que cette recomposition de la tripartition de la vie politique, et c'est bel et bien le centre et surtout la droite qui s'évide par transferts électoraux interposés en direction de l'extrême droite sous l'effet de l'écrasement par la logique des blocs. Si on veut préciser un peu et donner quelques chiffres, les données des ventilations du premier tour du scrutin, si on se réfère à l'Institut IFOP le jour du scrutin, le nouveau Front populaire a pu s'appuyer sur l'ancrage local qui était le sien et les résultats électoraux du précédent, avec un taux de conservation de 87% de son score de la NUPES de 2022 et d'un résidu assez faible en réalité venant de la majorité présidentielle et par ailleurs avec des transferts électoraux de la majorité présidentielle équivalents entre le nouveau Front populaire, la droite et y compris le RN, 9, 8 et 7% pour être précis. Et de l'autre côté du spectre, bien évidemment, le résultat historique du RN, elle est la double résultante d'un invariant électoral qui est la très très bonne conservation de son électorat d'un scrutin à un autre, mais aussi du renfort des électeurs des Républicains. Plus d'un électeur sur 4 des Républicains de 2022 s'est reporté cette fois-ci sur le Rassemblement national et de l'absorption de l'électorat de Reconquête à hauteur de 70%. Et donc, in fine, le RN doit sa victoire au premier tour par l'élargissement et la validation de son camp. On observe donc dans les résultats de ces législatives, si je puis dire même arithmétiquement, les nœuds du problème du blocage auquel on est confronté. Il trouve sa nature dans le rapport de force politique même, du fait de l'impossible passage d'une logique de 3 blocs à un fait majoritaire. Selon un sondage ELAB qui a été réalisé au lendemain du second tour, le 10 juillet, 71% des Français se disaient insatisfaits des résultats du scrutin, quand tout autant jugeaient que la France n'était pas gouvernable, du fait de cette logique de cette tripartition. De même, dans l'analyse même de la perception de la victoire, le nouveau Front populaire, s'il arrivait en tête dans l'opinion, avec 35% des Français voyant ce camp comme le plus renforcé à l'issue du processus, ils étaient presque tout autant à plaider que le Rassemblement national était le plus renforcé, 30%, quand le dernier tiers, plus petit, ténu, à 28%, considérait qu'il n'y avait aucun gagnant de la séquence. Que s'est-il passé depuis ? À cette intensité du débat, à cette polarisation extrême, qui s'est invité même au sein des foyers français, et je pense important de le rappeler, et ça a été beaucoup rapporté dans les enquêtes journalistiques, notamment sur les tensions très personnelles qui a pu avoir lieu à cette occasion. Les Français ont immédiatement plongé au lendemain du second tour dans la période estivale et des Jeux Olympiques. Une trêve source bien évidemment heureuse, mais qui a pu accentuer un décalage avec le fait politique durant les dernières semaines. Et calendrier donc électoral qui a mis un coup d'arrêt dans la séquence politique de manière assez peu conventionnelle. Assez tôt, il peut être regardé que la réussite populaire des Jeux Olympiques n'est pas totalement indissociable de cette conjoncture politique. Une note de Destin commun qui est parue hier, que je vous invite à lire, évoque notamment l'importance de cette trêve dans la perception des Français et extrait de ces entretiens un verbatim que j'ai trouvé intéressant. C'était une parenthèse avec ce contexte politique, tout le monde était uni, tous les pays, pas d'animosité, pas de bad buzz, c'était cool. Et donc ce décalage très fort qui a pu émerger est observé donc à l'aune de cette rentrée politique. Et un exemple même de ce décalage, lorsqu'on leur demande de donner les mots auxquels ils se réfèrent pour évoquer les Jeux Olympiques, ce sont les mots fierté, enthousiasme et bonheur qui ressortent. Alors qu'on leur demande la même chose à propos de la France d'aujourd'hui, ce sont les mots inquiète, en colère et faible qui ressortent. Et donc, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, une véritable gueule de bois pour les Français à l'aune de cette rentrée politique, avec 3/4 des Français qui estiment que la France est aujourd'hui très divisée, dont 38% très divisée, quand ce taux n'était que de 23% en février, donc une très très forte hausse sur ce point. Et par ailleurs, des problématiques qui se sont renforcées durant la période estivale. C'est un sondage Ipsos qui a été réalisé au cœur de l'été qui montre que les grands sujets, les grandes problématiques sont en hausse. L'inflation au premier titre, l'inquiétude vis-à-vis de la criminalité et la violence au deuxième titre. Et enfin, troisième thématique qui vient détrôner pour une fois la santé. Donc ce n'est pas anodin puisque ça détrône la santé, la pauvreté et les inégalités sociales. Face à cette situation, les Français placent le président de la République comme le principal responsable de cette situation, pour 63% pour être précis. Un taux qui bien évidemment monte au sein des différents blocs politiques, 77% au sein du nouveau Front populaire, mais
aussi perception majoritaire à droite et au Rassemblement national et convainc près de 40% des rangs d'ensemble. Ces derniers sondages, qui sont réalisés au cœur de l'été, sont pris avec précaution compte tenu du contexte, mais ils indiquent quand même des tendances qui me semblent importantes, notamment vis-à-vis du regard que les Français portent sur les choix politiques opérés en direction du nouveau Front populaire par le président de la République, qui démontre que si une majorité n'est pas acquise, la part des Français qui rejettent le traitement qui lui a été réservé dépasse les seules frontières du camp du nouveau Front populaire. Ainsi, dans un sondage par hier, 43% des Français jugent qu'il a eu tort d'écarter l'option d'un gouvernement nouveau Front populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Ils sont tout autant à donner raison au PSELV de ne pas y retourner aux consultations du président de la République et surtout 47% y voient un déni de démocratie de ne pas avoir nommé Julie Castet. Des taux qu'il convient de regarder à l'aune de la tripartition politique. Donc face à cela, on atteint effectivement un niveau d'instabilité rarement connu, et notamment la proposition de motion de destitution scinde la France en deux, avec 50% qui s'y disent opposés et 49%, donc dans la marge d'erreur, qui s'y disent favorables. Et donc d'une certaine façon, et pour conclure, dans ce paysage politique morcelé, le fait majoritaire s'approche, mais contre le président de la République. Merci beaucoup. Rémi. J'enchaîne. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Je n'étais pas venu depuis La Rochelle, donc très content de revoir des têtes que j'avais vues pas vues depuis quelques années. Alors je vais faire moi, je vais plutôt m'intéresser à la situation de crise politique et institutionnelle actuelle. Donc pour faire la transition avec Ambre, moi je retiens 4 enseignements de cette séquence électorale. Donc un regain de participation, et je voudrais redire ce qu'a dit Ambre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de dépolitisation massive dans notre société et que quand il y a des enjeux, les électeurs vont voter. Deuxièmement, un succès qu'il ne faut évidemment pas oublier, historique du Rassemblement national. Un succès aussi du Front républicain qu'on disait affaibli. Et puis donc une victoire relative de la gauche et en son sein un rééquilibrage donc au bénéfice du pôle social-démocrate qui était à la fois la conséquence et la confirmation de son bon score aux élections européennes. Même si la géographie électorale de la gauche devient un peu inquiétante puisqu'elle devient de plus en plus essentiellement métropolitaine. Alors, avec ces 4 enseignements, eh bien, on peut dire que le message des électeurs a été assez complexe à déchiffrer, car il est contradictoire. Il y a une aspiration au changement, mais prenant des formes multiples. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Français n'ont pas voté pour une grande coalition, qui relève peut-être d'une nécessité politique et institutionnelle, mais qui ne procède pas d'une volonté populaire. Il ne faut pas confondre les 17 millions de Français qui ont décidé de faire front au RN avec une quelconque légitimation d'une grande coalition. Ils ont porté à la gauche en tête avec un petit tiers des votes. C'est une majorité relative, mais dans le passé, des gouvernements ont exercé le pouvoir avec cet étiage. Alors depuis, nous traversons donc une triple crise, une crise politique, une crise institutionnelle qui approfondit une troisième crise qui est beaucoup plus ancienne, qui est une crise démocratique. La traduction cette crise, elle est la traduction de l'absence de majorité parlementaire, mais en fait, plusieurs phénomènes se conjuguent. Je pense que ce qui fait la situation de complexité actuelle, c'est à la fois le produit de cette absence de majorité absolue, mais aussi de phénomènes donc de tripartition du jeu politique, de polarisation idéologique et aussi de présidentialisation. La tripartition est d'autant plus ingérable et difficile à réguler que les camps sont polarisés et que les arrière-pensées présidentielles sont très prégnantes. On peut aussi constater 2 éléments. D'abord, moi, ce qui me frappe, c'est la tendance des élections à produire de moins en moins de verdicts clairs. Même d'ailleurs, quand il y a des présidents élus, on l'avait vu avec Macron, de plus en plus, il y a un thème de la mal-élection. C'est comme si l'élection ne produisait plus de légitimité. Donc ça, c'est inquiétant parce que c'est le rituel électoral lui-même qui apparaît essoufflé. Bon, et s'ajoute à ça la fragmentation à gauche, qui est un élément d'affaiblissement d'un des 3 pôles. Alors, on voit bien donc que le fait majoritaire ne fonctionne plus. Or, ce fait majoritaire, il a structuré notre culture politique, qui est fondamentalement majoritaire. Et ce fait majoritaire s'était accentué, peut-être artificiellement depuis 2002, puisque le président élu emportait tout, winner takes all, et c'est bien ce principe-là, aujourd'hui, qui est grippé. Et donc, les institutions, mais aussi les mœurs politiques et partisanes, apparaissent en décalage avec la nouvelle donne parlementaire électorale.
Alors, venons-en à la décision de ne pas nommer Lucie Castet. À mon sens, elle pose un problème plus de légitimité que de légalité. Il n'y a pas à proprement parler de coup de force sur le plan constitutionnel. D'abord parce qu'on est dans une situation inédite, sans précédent. Il n'y a pas de jurisprudence, le droit est flou. D'ailleurs, on voit bien que les juristes ne sont pas vraiment d'accord. L'article 8 stipule que le président de la République nomme le Premier ministre sans autre précision, mais cela se relève bien d'une liberté volontaire. Et l'article 5 indique simplement qu'il a un rôle de garant. Mais la stabilité institutionnelle invoquée par Macron est avant tout un argument politique et n'a guère de substance juridique. De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de stabilité institutionnelle puisque toute coalition viable implique une alliance allant de LV à LR si on retire LFI et le RN, ce qui est une alliance a priori extrêmement fragile. La Constitution ne prescrit pas que le gouvernement doit être soutenu par une majorité absolue. Elle prescrit seulement que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Et c'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État a toujours dû nommer à Matignon une personne soutenue par le principal groupe parlementaire, ce qui traduit l'ancrage parlementaire de la Constitution, indépendamment de l'étendue de cette majorité parlementaire, qu'elle soit absolue ou relative. Et donc, si la légalité n'a pas été violée, la légitimité est aujourd'hui très sérieusement malmenée par le président de la République. Et il y a bien un déni de démocratie et une forme de violence institutionnelle qui traduit, je pense, une pente illibérale de notre régime qui a été très clairement marquée depuis 2017 par Emmanuel Macron. Le président de la République est censé tirer les conséquences d'une élection qu'il a lui-même provoquée et semble jouir du privilège de garder la main. Et en ne nommant pas Lucie Castet à Matignon, Macron censure en quelque sorte le gouvernement par anticipation, alors que c'est le travail éventuel de l'Assemblée nationale. Il doit donc donner la main à l'Assemblée, alors qu'il se pose en négociateur des partis. Faute de grande coalition, il s'agit de trouver un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire un gouvernement qui n'a pas de majorité sans doute, mais qui n'a pas non plus de majorité pour le renverser. C'était la situation de 2022 à 2024 où les députés du Parti Les Républicains n'ont pas renversé la majorité macroniste. Et donc, en jugeant de la viabilité d'une formule gouvernementale, le président dépasse son rôle institutionnel. Bon, c'est la marque évidemment d'une forme d'hubris, d'un sentiment de démesure, d'une ivresse du pouvoir et d'une incapacité à rendre le pouvoir quand il se dérobe à lui. Et le camp macroniste, je suis très frappé de ça, est complice de cet abus par sa docilité, et ne mesure pas que dans un an, lorsqu'il faudra peut-être retourner aux urnes, il aura affaibli un front républicain qui a produit pourtant des effets inespérés en juillet. Alors, la gauche, quant à elle, devait-elle revendiquer le pouvoir alors qu'elle n'a qu'une majorité relative et que Jean-Luc Mélenchon a dégainé à 20h03 lors du second tour des législatives que c'était le programme et que le programme. Il était difficile pour la gauche de ne pas réclamer le pouvoir. C'était une victoire engrangée, la gauche en manque, elle aurait pu marquer quelques points, passer quelques décrets, laisser l'Assemblée faire le tri dans ses projets de loi. Mais, et je me permets cette remarque, il y a quelque chose d'un peu curieux de revendiquer aussi fort un pouvoir que l'on sait éphémère. Bon, c'est peut-être un des paradoxes de cette histoire. Alors pour la suite, comment ce blocage actuel peut-il être surmonté? On parle beaucoup d'un gouvernement technique à terme. J'avoue que je suis très circonspect sur cette formule. C'est un mythe. Tout gouvernement est politique, technique y compris. Et donc on imagine bien qu'un gouvernement technique, en plus, appliquera et figera la politique austéritaire qui marque ces dernières années. Il ne faut pas non plus exclure dans les scénarios le scénario de Jean-Luc Mélenchon, qui est très clairement celui du chaos, qui a pour partie la faveur de l'opinion, et surtout se projeter dans une deuxième élection dans une élection législative dans un an, à nouveau, qui par exemple ne déboucherait sur aucune clarification. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? En tout cas, la fragmentation actuelle, et c'est toute la difficulté, la fragmentation actuelle à l'Assemblée appelle une nouvelle culture politique, dont on parle beaucoup, une culture plus parlementaire, plus délibérative, plus apaisée. Or, cette nouvelle culture ne se décrète pas. Les partis
Et les Français sont-ils d'ailleurs prêts à y consentir? Les Français, eux, qui dénoncent souvent l'insincérité des politiques. En Allemagne ou en Espagne, aucun chef de parti, dans une campagne électorale, dit « j'appliquerai rien que mon programme et tout mon programme », parce qu'il sait qu'il y aura des négociations par la suite. En France, c'est une figure imposée. Et la culture de l'affrontement, qu'on le déplore ou qu'on soit d'accord, est enracinée et elle a une légitimité. Le compromis est vécu souvent comme un renoncement, une compromission. Et il est très clair que le Rassemblement national serait le grand vainqueur d'une coalition et de l'indifférenciation généralisée qu'elle entraînerait. Alors pour terminer, et juste 2 derniers points, quid des socialistes dans ce moment? On peut dire que les socialistes sont sur une ligne de crête entre éthique de responsabilité et ancrage à gauche, entre Macron et Mélenchon. Couper les ponts avec LFI condamnerait les socialistes à une forme de marginalité politique. Rappelons qu'ils doivent leur groupe parlementaire et d'ailleurs le doublement de ce groupe à cette alliance. Que la NUPES et la NFP a permis aux socialistes de se réancrer à gauche. Alors certes, la fin du macronisme fait naître la tentation de l'émancipation pour reconstituer un espace politique de responsabilité, mais avec quels macronistes? Avec qui au juste? Les macronistes de gauche ne sont pas légion et sont attentistes. Ce serait par ailleurs une alliance avec la Macronie, redonner le totem de la pureté idéologique à Jean-Luc Mélenchon, qui n'attend que cela, d'autant que le PS n'a à lui opposer encore aucun présidentiel vraiment crédible. La rupture de l'Union serait un grand péril pour la gauche et pour le PS, qui a connu, il faut le rappeler, 2 présidentielles catastrophiques. Et il me semble, mais on peut en discuter, que la stratégie du PS jusque-là, c'est-à-dire faire l'alliance et la rééquilibrer à sa faveur, a plutôt bien fonctionné. En témoigne le score aux élections européennes ou le doublement du groupe parlementaire. Donc incarner le pôle responsable dans le nouveau Front populaire ouvre de bonnes perspectives à terme. Alors je termine peut-être pour dire que cette crise, en tout cas, et c'est vraiment ma conviction, appelle de nouvelles règles du jeu. Je pense qu'elle démontre, si le besoin en est, que nos institutions sont totalement essoufflées, qu'il faut sans doute évidemment le plus rapidement possible mettre en place la proportionnelle. Alors je précise que la proportionnelle permettrait d'ailleurs à aider le PS à s'émanciper de la France insoumise, qui a intérêt à un jeu toujours présidentiel, qui a intérêt à des élections présidentielles avant des élections législatives qui permettent de tordre le bras à ses partenaires. Mais je pense que la proportionnelle ne suffira pas et qu'aujourd'hui, il faut inventer une république plus parlementaire, plus participative. Et je terminerai en disant que, évidemment, le RN est en embuscade, que la défiance, même s'il y a eu un regain de participation, la défiance des Français à l'égard de la politique n'a jamais été aussi profonde, et que cette triple crise actuelle, elle risque de renforcer un sentiment de pourrissement, de dysfonctionnement du système, d'éloignement à l'égard des Français à l'égard de la classe politique. Donc il y a une immense responsabilité. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je me tourne maintenant vers nos grands élus, qui sont à la fois acteurs politiques, mais aussi d'excellents analystes. Dans l'ordre, nous commencerons d'abord avec Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, présidente du Conseil national du Parti socialiste et de la FNESR Condorcet, puis Pierre Jouvet, député européen, secrétaire général du Parti socialiste et conseiller départemental de Saint-Vallier, et enfin David Assouline, membre du Bureau national, sénateur honoraire, avant un temps de questions-réponses. Donc on va commencer avec toi Hélène. Quelle est ta vision de cette période inédite ? Merci et merci pour vos analyses et vos présentations. Alors je n'ai pas partagé forcément toutes les conclusions tirées des analyses, mais elles ont le mérite de nous aider et de nous éclairer, nous permettre de mieux réfléchir, parce que nous sommes dans ce moment qu'a suspendu le président de la République avant la nomination tant attendue d'un Premier ministre, qui nous oblige plus que jamais à réfléchir et à dire ce que nous voulons faire, nous les socialistes, y compris au sein de notre union de la gauche. Donc peut-être pour éviter des débats qui ne devraient pas exister, et comme tout à l'heure, lorsque j'ai conclu les travaux de la FNESR et que le premier secrétaire était présent et semblait craindre que je ne sois en train de me préparer à être appelée par Emmanuel Macron, je vais donner quelques précisions tout de suite.
Moi, donc, je suis maire de Vaux-en-Velin au Parti socialiste depuis 1997. Autant dire que ça fait un moment que je chemine dans notre belle famille politique. Et qu'en tant que maire et vice-présidente de la métropole de Lyon, j'ai vécu la naissance et la montée du macronisme à Lyon, puisque Gérard Collomb en a été l'un des instigateurs et que je suis restée au PS. Donc ça permet à chacun d'imaginer que si à ces moments-là j'y suis restée, ce n'est pas pour les rejoindre au moment où ils déclinent. Ce serait quand même, pour quelqu'un qui fait de la politique, un peu contre-productif. Voilà. Donc, une fois que cette précision a été apportée et que je suis vice-présidente de la métropole de Lyon auprès d'un écologiste dans une union de la gauche, ce qui veut dire donc que je n'ai pas d'hostilité à l'union de la gauche, je vais maintenant développer mon propos. D'abord dire effectivement que nous sommes dans ce moment de gravité que chacun a pu citer et donner, dans un moment où en fait le monde nous effraie. Le monde est la marche du monde. Et c'est aussi à l'aune de cela qu'il me semble que nous devons regarder les deux séquences électorales qui viennent de s'écouler, celle des européennes et celle des législatives. En fait, au moment des législatives, nous avons répondu à une question, je crois que c'était la première posée, et c'est la réponse qu'a eu le Front républicain, la question existentielle. Est-ce que nous voulons vivre ensemble, nous les Français, tels que nous sommes, dans nos diversités d'histoire ? Il ne faut pas s'y tromper, c'était la question majeure du Rassemblement national. Il y avait la question de la précarité, j'y reviendrai, des difficultés à vivre, mais il y avait cette question fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui la France, telle qu'elle est en train de se vivre, de se voir évoluer, de se voir se métisser, est-ce que cette France-là, avec ses quartiers populaires, son monde rural, ses grandes métropoles, est-ce que toutes ces France-là ont envie de faire une France commune et d'avoir un destin commun ? Et la bonne nouvelle, si l'on peut dire relative, puisqu'il y a le score du Front National qui a progressé, c'est que les Français se sont déplacés pour dire qu'ils n'étaient pas opposés à cette France-là. Et c'est la nôtre, c'est celle que porte la gauche. Et ça doit être un point d'appui pour nous exceptionnel et extraordinaire pour pouvoir poursuivre dans ce que nous devons porter comme message politique. Et puis, il y a évidemment un deuxième message que nous avons tous vu, lorsque la gauche est arrivée, puisque la gauche est arrivée en tête, c'est le message de la justice sociale. Et on aurait pu craindre que dans le débat général sur les suspicions lancées sur les questions de solidarité, sur un mot qui est si décrié, ne nous y trompons pas non plus, le mot de solidarité associé à assistanat, à un moment où on pouvait se dire est-ce que les services publics sont utiles alors que plus personne ne veut payer d'impôts ? Et que depuis plusieurs années, le sujet est de dire qu'il faut payer le moins d'impôts possible et que les collectivités locales ne paient non plus les recettes de la taxe d'habitation. Est-ce qu'à ce moment-là, les Français continuent à aimer leurs services publics ? Et dans le débat, est-ce que ça veut dire qu'ils sont prêts à payer ce qu'il faut pour avoir des services publics, qui est le corollaire ? Et en nous mettant en tête, à gauche, les Français ont aussi dit qu'ils avaient cette attention-là. Et puis, il y a ceux qui ont voté Rassemblement national, dans lesquels les choses ont été croisées, les analystes l'ont bien dit, une demande d'ordre et de sécurité que nous devons entendre, qui est celle des classes populaires, c'est-à-dire de notre électorat naturel, de celles et ceux pour lesquels nous sommes engagés au Parti socialiste, une demande d'ordre, une demande d'autorité, une demande de perspective pour la jeunesse. Parce que quoi de pire que des jeunes aujourd'hui qui ont peur d'être dans un monde fini ? Aucune des générations avant, je le dis, vous le savez tous, mais aucune génération avant celle d'aujourd'hui n'a eu à se poser cette question avant celle qui a 20 ans aujourd'hui. Les plus âgés comme moi, ou les plus âgés encore que moi, se sont dit « Pourquoi doit-on se battre ?» Vous savez, ce sont ces phrases célèbres, qu'est-ce qu'une génération doit porter ? C'est la première génération, qui correspond à celle de mes enfants, qui doit se demander est-ce que nous vivons dans un monde fini ? Et est-ce que notre planète a un avenir ? C'est une question totalement nouvelle. Nous avons eu peur du nucléaire, nous avons eu d'autres peurs. Et donc, si la seule réponse, c'est de créer plus de peur encore, alors nous manquons à notre devoir de parti politique. Parce que nous ne sommes pas là pour dire vous avez peur, évidemment, on fait les constats, mais nous rajoutons de la peur en plus. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole dans la semaine qui s'est écoulée, parce que c'est aussi l'occasion pour moi, puisque nous sommes entre camarades militants, d'y revenir. J'ai pris la parole cette semaine avec, vous l'avez tous vu, parce que je me suis dit, dans ce moment de difficulté, le Parti socialiste a un rôle particulier.
Nous ne sommes pas un parti de gauche comme les autres. Je respecte tous les autres militants de gauche et tous les autres partis de gauche et je n'ai pas une volonté d'arrogance, d'hégémonie. Mais nous sommes le parti de toutes les conquêtes et de toute l'histoire de la gauche. Je le rappelais ce midi à la Fnesser, depuis la Révolution française dont nous sommes, nous, les héritiers. Des combats pour l'égalité dans toutes ses formes et des combats lorsque nous avons pris la décision d'aller aux responsabilités. C'est le plus difficile d'aller aux responsabilités parce que ça veut dire se préparer à décevoir. À partir du moment où vous devenez président de l'exécutif, ministre-président de la République, vous savez que vous allez décevoir. Est-ce pour autant qu'il faut renoncer? Évidemment que non. Est-ce pour autant qu'il faut se dire, comme ça va être difficile, il faudrait rester dans une pureté révolutionnaire? Vous savez ma réponse? Évidemment que non. Donc il faut assumer d'être source de frustration et de déception, parce qu'en revanche, ce que nous transformons de la vie des gens est bien plus important. Et c'est ce que nous avons fait en 1936, en 1981, en 1997, en 2012. Nous avons transformé la vie des gens. Le deuxième écueil auquel nous devons être vigilants, évidemment, une fois que nous nous disons que nous y allons, c'est dans quelles conditions, et c'est le débat que nous avons aujourd'hui. Vous l'avez compris, je l'ai dit avec beaucoup de force, il ne s'agit pas de faire du rééquilibrage pour moi, et bien sûr qu'on a été la force centrale et nous avons gagné dans ces cas-là. On peut se dire on va grignoter des parts de marché des députés. Je pense que le sujet n'est plus là. Emmanuel Macron et toute la théorie du en même temps a montré ses limites. Et je partage ce que vous avez dit sur le gouvernement technique. Un gouvernement technique maintenant en France serait une catastrophe, c'est-à-dire que nous aurions un gouvernement de financiers en réalité. Et un gouvernement de financiers qui ferait de l'austérité budgétaire sans vision et prospective politique. Donc ça ne peut pas être une solution et nous ne pouvons pas la souhaiter, cette solution-là. Donc ça veut dire, au moment où nous en sommes, qu'il faut que nous, avec notre histoire, l'histoire de nos militants, de notre force syndicale, associative, notre implantation locale, il faut dire cherchons la solution. Nous avons cette responsabilité particulière de tracer un chemin. Et donc pour le faire, il faut que nous puissions poursuivre des discussions, c'est ce que j'ai dit, évidemment, non pas pour faire une coalition. Je n'ai jamais employé ce terme, et donc je le dis comme ça évitera les faux débats. Moi, j'ai parlé d'un gouvernement de cohabitation, parce qu'évidemment, si un Premier ministre est nommé de gauche, il est en cohabitation avec l'ancienne majorité qui a été défaite par les urnes par 2 fois européennes législatives. Donc je crois que sur ça, nous sommes tous d'accord. Là où nous commençons à diverger au sein du Parti socialiste, mais comme à l'université d'été, c'est le moment de l'exposer, c'est sur la façon dont nous y arrivons. Et je maintiens que continuer à suivre la ligne de Jean-Luc Mélenchon est une erreur, parce que nous allons rentrer dans une spirale négative si nous continuons ainsi. Et je vais vous le développer. Jean-Luc Mélenchon a réfléchi son programme politique. La France insoumise a un programme, il ne faut pas l'ignorer, le mépriser ou l'affadir. Jean-Luc Mélenchon a réfléchi sa vision de la France. Et j'en dirai un mot s'il me reste un temps de celle que nous devrions développer, nous, me semble-t-il. Voilà. Alors, je vais essayer d'être plus vrai. La France insoumise a une stratégie, un programme. Et puis ensuite, elle a aussi la volonté de provoquer des présidentielles anticipées. Moi, en tant qu'élu local, je pense, je suis sûre même, que mettre le pays dans la tension d'une élection présidentielle est insupportable et que nous n'y survivrions pas parce que nous mettrions du désordre supplémentaire au désordre institutionnel que vient de provoquer Emmanuel Macron. Or, c'est la seule stratégie qui est devant nous aujourd'hui, identifiée. Moi, j'entends qu'on rééquilibre, et Pierre va sûrement nous expliquer comment on a rééquilibré, mais aujourd'hui, le seul qu'on entend, c'est Jean-Luc Mélenchon, depuis les élections législatives. Quoi qu'on dise, c'est lui qu'on a entendu, c'est lui qui a dit que le programme le soir de premier tour, c'est lui qui a dit il faut ça. Je suis désolée, nous n'entendons que lui, et je vais continuer, et je vais finir. Et c'est lui. Mais vous avez le droit d'être en désaccord, et moi, ça ne me gêne pas. Et ça ne me gêne pas, parce que ce que je ne voudrais pas, mes chers camarades, c'est que nous nous radicalisions au point
de faire comme dans les débats avec l'extrême gauche, où on est excommunié quand on ne pense pas la même chose. J'espère que nous n'en sommes pas là. Parce que, voyez-vous, j'ai une grande pratique de la discussion avec l'extrême gauche dans ma belle ville de Vaux-en-Velin et je ne voudrais pas que nous tournions ainsi. Donc je finis, parce que le temps m'est compté, je finis. Je dis que quand on va voir le président de la République et qu'on dit soumission ou démission, quand on menace de marcher sur l'Élysée et quand maintenant la seule réponse politique que nous apportons, c'est une manifestation, alors nous sommes en train de nous fourvoyer. On discutera après. Et donc, je finis, et donc je conclus en disant la chose suivante. Moi, je l'ai dit et je le redis là. Et je le dis, suite à votre intervention, je n'avais pas forcément prévu de le dire, je le dis. Moi, Mélenchon ne m'a pas permis de me réancrer à gauche. Moi, je suis à gauche depuis que j'ai commencé à militer au Parti socialiste. Et donc, je n'ai aucune leçon de gauche à recevoir. Moi, quand je fais les tarifs les plus bas de la restauration scolaire à Vaux-en-Velin, je suis de gauche. Et il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon pour me le dire. Quand je fais en sorte de protéger les habitants de la crise sanitaire en faisant la gratuité, je suis de gauche. Quand d'autres camarades travaillent sur les transports, travaillent sur la mobilité, travaillent à réduire les inégalités, nous sommes de gauche. La seule différence, voyez-vous, elle est pour moi essentielle. Soit nous construisons un pays de séparation entre les quartiers populaires, le monde rural et les centres-villes, et c'est ce que porte, et je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, et c'est ce qu'a porté aussi la France insoumise dans les 2 campagnes électorales qui viennent de se produire. Moi, je suis, avec le Parti socialiste, celle qui pense que nous devons porter l'universalisme jusqu'au bout, et ce seront les batailles que nous avons devant nous, la justice sociale, l'universalisme, travailler les questions de protection des Françaises et des Français, et c'est la seule façon de devenir la force centrale, c'est de donner une vision au pays. Voilà. Merci Hélène. Pierre. Merci, merci Nina, bonjour à toutes et à tous, chers camarades, chers amis. Je vous sens en forme à ce retour de vacances. Comme Hélène a eu en introduction cette précision, qui est une précision qui pouvait paraître importante, elle ne l'était pas pour moi, je savais ce que Hélène pensait depuis longtemps, on se connaît suffisamment. Moi, je vais mettre aussi notre précision parce que ensuite, quand on avance dans les discussions et dans les dialogues, on a souvent tendance, les uns et les autres, à caricaturer quelles sont nos positions. Alors, je vais vous le dire. Si dans cette salle, il n'y a pas de macronistes, il n'y a pas non plus de mélenchonistes. Il n'y a que des socialistes. Il y a un ancien repenti, je le vois devant moi, mais tu t'es tellement repenti, mon pauvre, que... Et la réalité, c'est que nous avons en fait sans doute une différence d'approche sur comment reconquérir le pouvoir. Parce que si la société a changé, Hélène l'a évoqué et j'en partage les grands traits, la vie politique a profondément changé ces dernières années et notamment depuis 2012. Et c'est sans doute l'une des raisons principales pour laquelle nous sommes dans cette situation politique extrêmement complexe aujourd'hui. La Ve République, elle a été faite et elle a été construite pour un système bipartisan. Nous sommes entrés, depuis maintenant les élections présidentielles de 2017, peut-être un peu après, dans une tripartition de la vie politique. Et la question qui s'offre à nous, elle est en réalité assez simple. Est-ce que nous voulons être de cette tripartition de la vie politique avec un bloc de gauche et écologiste suffisamment fort pour demain l'emporter, et j'y reviendrai, ou est-ce que nous voulons être à la marge en pensant simplement par, malheureusement, des vues de l'esprit et en se raccrochant simplement à ce qui a fait notre grandeur et notre passé historique que nous assumons tous avec une immense fierté, et alors nous serons en marge de la vie politique. Et moi, si je suis un militant de l'union, c'est pas parce que je suis ni insoumis ni mélenchoniste. Des discussions, je suis sans doute celui dans cette salle avec la France insoumise qui en a fait le plus, qui a eu les plus grandes discussions avec eux, les plus violentes aussi, pour faire avancer nos projets, nos idées, comme nous l'avons fait avec Olivier ces dernières années depuis 2022. Mais la réalité, c'est que
dans le moment politique dans lequel nous sommes, avec ces trois blocs politiques que nous avons en face de nous. L'extrême droite, ça a été dit par Ambre et par Rémi, qui est le bloc le plus en progression et que nous devons absolument contrer, j'y reviendrai. Le bloc central, qui est dans un étiage entre 20 et 30%, et la gauche à 30%. Comment est-ce qu'on fait demain pour redevenir majoritaire avec toute la gauche? Et en faisant que ce soit les socialistes, parce que j'ai une conviction profonde, c'est qu'il n'y a que quand les socialistes sont les moteurs de ce rassemblement de la gauche que nous pouvons gagner. Comment est-ce que nous faisons? Alors, si on en revient à la question qui est posée, quel bilan tirer de la séquence ou des séquences? Bien, même si on est dans une situation parfois compliquée et où au Parti socialiste, on aime le débat, la confrontation, parfois les oppositions, prenons quand même un instant pour regarder avec un peu de satisfaction ce que nous avons fait ces dernières années. Si on fait un passé récent, de la dernière élection présidentielle aux élections sénatoriales, puis aux élections européennes, puis aux élections législatives, nous n'avons fait que progresser. Nous n'avons fait que progresser parce que, et j'en suis convaincu, et les analyses politiques qui ont été évoquées notamment par Ambre et aussi par Rémi l'ont démontré, parce qu'aux yeux des gens, de nos électeurs de gauche, de ce bloc de gauche, eh bien oui, le Parti socialiste a repris sa place au centre de la gauche. Que oui, pour nos électeurs qui, avec beaucoup d'injustice à notre égard collectivement, avaient décidé de nous mettre au banc de la gauche, avaient pu dire que nous étions les traîtres à la cause, etc. Eh bien, ils voient qu'aujourd'hui, nous sommes celles et ceux qui permettons non seulement à la gauche d'avancer, non seulement à la gauche de reprendre espoir dans une victoire possible et de se simplement sortir de la posture finalement que les uns et les autres peuvent qualifier d'extrême gauche, que je qualifierais de gauche plus radicale, qui est là pour contester et non pas pour gouverner. Et que oui, il y a une gauche dans ce pays, incarnée par le Parti socialiste, qui veut demain gouverner pour changer la vie des gens, et qui ne trahit pas son histoire, ni ses valeurs, ni les projets, ni les propositions qu'ils font devant les Français, en rassemblant avec elle toutes celles et tous ceux qui veulent faire avancer la gauche. Eh bien, c'est ça que nous faisons. Et c'est ça que nous devons continuer de construire. Parce que si, je l'ai dit, depuis la séquence présidentielle de 2022, nous avons beaucoup progressé en pourcentage et en voix, il y a une réalité que nous devons aussi regarder avec lucidité. J'ai fait avec beaucoup de fierté, d'honneur, de joie, d'enthousiasme, la campagne des élections européennes avec Raphaël Glucksmann. J'étais le 3e sur sa liste et j'étais porte-parole de sa liste, avec Aurore Lalucq. Et nous nous sommes toutes et tous collectivement satisfaits de cette campagne, de ce résultat exemplaire. Ce résultat exemplaire. Mais au travers de ce résultat exemplaire, si nous regardons les choses avec lucidité, le bloc de gauche, lui, dans sa globalité, il n'a pas bougé. Et tant que la gauche et les écologistes seront à 30% des voix, et que nous, les socialistes, nous serons satisfaits d'être à 13, 14, 15, 16, peut-être plus demain % des voix, mais avec 30% des voix pour la gauche rassemblée dans ce pays et les écologistes, nous ne gagnerons pas l'élection présidentielle. Et donc ce que nous devons construire aujourd'hui, c'est les ressorts qui, par nous-mêmes, en procédant de nous-mêmes, et pas en ne regardant que les sorties, les folies, les bêtises de Mélenchon et de ses amis, en se comparant en permanence à eux. Mais ce n'est qu'en proposant, nous, le chemin politique qui va permettre de faire redescendre le seul bloc politique qui est en train de progresser ces dernières années et qui est l'extrême droite de Jordan Bardella, en faisant nos propositions, que nous arriverons à progresser. Parce que je vais nous redire un autre truc qui n'est pas très agréable à entendre quand on est socialiste. On est, et on a tous été, je le redis, satisfaits du résultat des européennes. Mais quand on prend le résultat précisément des élections européennes et qu'on regarde, il y a un tableau, je vous le ferai passer à tous, qui est extrêmement clair à comprendre. Quand en 2019, la gauche et les écologistes, tout partis, ont fait 7 millions de voix en 2019. 7 millions de voix, la gauche et les écologistes. En 2024, la gauche et les écologistes, ils ont fait 7,7 millions de voix. C'est seulement 700 000 voix qui ont été gagnées.
quand l'extrême droite a doublé, elle, son nombre de voix. Et quand je prends ce rapport interne de la gauche, bien sûr, nous avons été les premiers à gauche. Et vous savez combien on a fait de voix avec Raphaël? On a fait 3,4 millions de voix. Vous vous rappelez combien Yannick Jadot, en 2019, avait fait de voix? Il avait fait 3,1 millions de voix. Et donc, en fait, on a juste fait un croisement entre les voix de Jadot qu'on est allé récupérer sur cette aile social-démocrate, progressiste, pro-européenne qui était là et qui s'est reconnue dans la capacité de Raphaël de nous entraîner dans ce projet politique, et ce qu'avait fait Jadot, parce que la campagne de Marie Toussaint, qui, elle, pour le coup, avait fait un autre choix politique que Jadot, s'est écroulée. Mais à l'inverse, vous savez qui a gagné 1 million de voix en 5 ans? 1 million de voix. C'est pas rien, 1 million de voix. C'est Manon Aubry. Et c'est la France insoumise. Parce que Manon Aubry, elle a fait 1,4 million de voix en 2019. Et alors? Mais je vais y revenir, et alors? Ne vous hystérisez pas dès qu'on parle de la France insoumise, c'est pas grave. Elle est passée de 1,4 à 2,4 millions de voix. Mais pourquoi cette réalité? Eh bien parce que la France insoumise, contrairement à nous, ils ne passent pas leurs universités d'été à Châteauneuf-sur-Isère à savoir ce qui va se dire au Parti socialiste. Ils passent, comme l'a très bien dit Hélène, et je partage entièrement son propos, leurs universités d'été à se dire quelle est la ligne et la stratégie qu'on va donner et qu'on va poursuivre. Et donc c'est aujourd'hui ce qui doit être le rôle des socialistes. Ce que nous avons fait, ce que nous construisons et ce que nous portons. Mais ça, nous ne le porterons que dans un discours clair. Que dans un discours clair, et je termine parce que je dois arriver au fond de mon temps de parole, que dans un discours clair de positionnement. Nous n'avons pas d'adversaire à gauche. Oui, nous avons des divergences de fond. Et j'ai été le premier des socialistes, et après Olivier Faure, à avancer sur le sujet avec nous, tous ensemble. À dire que la manifestation du 7 septembre, ce n'était pas la démarche que nous, socialistes, nous voulions initier. Parce que moi, je n'ai pas de problème à dire que mettre sous l'agitation, la destitution du président de la République, même s'il ne respecte aucun des usages républicains, ce n'est pas la marque des socialistes et ça ne le sera jamais. Parce que j'ai été le premier à dire que oui, il y a un problème avec Jean-Luc Mélenchon quand il est plus inquiétant pour les Français que Marine Le Pen. Mais notre rôle à tous, c'est pas de parler aux appareils, c'est de parler à ces électeurs, à ces femmes et à ces hommes de gauche écologistes qui veulent que le projet politique de transformation sociale, de justice écologique, nous le mettions en œuvre au pouvoir. Alors ce sera mon dernier mot. Nous devons, dans cette période extrêmement inquiétante, oui, le dire et le répéter, les socialistes seront là pour amener ce projet que nous avons porté devant les Français, qui nous a permis d'avoir 70 députés socialistes élus, malheureusement que 66 socialistes qui viennent au groupe, pour des raisons là, pour le coup, un peu obscures, et 193 députés du Nouveau Front Populaire pour porter ce projet de transformation sociale. Et oui, nous ne participerons pas d'un gouvernement qui ne dira pas clairement qu'il veut abroger la réforme des retraites. Nous ne participerons pas d'un gouvernement qui ne dira pas clairement que la question du pouvoir d'achat est centrale, que la question des services publics est prioritaire, que la question de la santé, du logement, du travail doit revenir au cœur, parce que notre ambition à nous demain, c'est justement, comme le titre, ces universités d'été, gagner la bataille, gagner pour les Français, pour changer leur vie. Merci. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Pierre. David, la parole est à toi. Oui. Écoutez, camarades, c'est pas une AG. C'est plutôt un moment de réflexion où, bien entendu, je souhaite que toutes les nuances, parce que finalement, il y a peu de socialistes en France, donc entre nous, ce sont des nuances par rapport à ce qui nous sépare des autres formations politiques et de gauche, et surtout de la droite et de l'extrême droite. On ne peut pas avoir analysé ce moment, ces séquences électorales, en les séparant du monde dans lequel on vit et de la situation internationale. Et la situation internationale, c'est une montée des tensions violentes, des guerres, des replis nationalistes, des régimes autoritaires, des reculs de la démocratie, des montées d'idéologies extrémistes, identitaires,
religieuse, nationaliste. C'est ça, le fond, avec une régulation internationale et ses organes qui n'ont plus d'autorité, qui ne remplissent pas leur rôle, avec une finance qui n'a plus de frein pour multiplier ses profits, malgré un monde qui va dans le mur par le dérèglement climatique et par les pauvretés extrêmes qui s'accroissent. En Europe, c'est la guerre. Il faut se le mettre dans la tête, camarades. Il y a la guerre en Europe. Ils peuvent mettre les caméras sur ce qu'ils veulent. Il y a des milliers et des milliers de morts en Ukraine depuis 2 ans, envahis par un impérialisme russe. C'est en Europe. Il y a au Moyen-Orient un conflit qui, on le sait, n'est plus du tout régulé et qui voit s'affronter une extrême droite israélienne à un mouvement terroriste fasciste, le Hamas, avec les peuples qui en subissent les conséquences, les Palestiniens massacrés aujourd'hui, les Israéliens massacrés le 7 octobre dernier. Alors, dans cette situation, on n'est pas en train de discuter de la veille de la révolution socialiste, des forces de progrès qui déferlent sur le monde et qui vont enfin pouvoir faire le bonheur sur Terre. Nous sommes dans un moment très, très dangereux qui peut basculer très vite parce qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Alors il y a des réactions, il y a des résistances. Aux États-Unis, on voit qu'avec Kamala Harris, on n'est pas condamné à Trump. On a vu qu'en Angleterre, les travaillistes ont gagné quand ils se sont débarrassés de Corbyn. On voit qu'en Espagne, une fois que Podemos a été mis en situation de minorité dans la gauche a pu revenir au pouvoir. On voit que notre peuple, à la veille de quelque chose qui était prédit, une victoire des fascistes dans notre pays, et le premier tour des législatives l'annonçait et le confirmait après les européennes, un sursaut incroyable de notre peuple, grâce aussi à ce qu'a fait la gauche en se rassemblant, mais surtout grâce à un sursaut citoyen en dehors des appareils, comme personne ne l'avait imaginé, qui s'est prolongé dans un fait politique très important que je ne veux pas ranger dans la parenthèse de l'été, car c'est le même mouvement qu'il y a eu au deuxième tour des législatives. C'est une France joyeuse qui s'est rassemblée au moment des Jeux Olympiques en assumant qu'elle est métissée, qu'elle veut vivre ensemble, qu'elle veut vivre ce bonheur dans la fraternité face à toutes les idéologies d'exclusion et extrémistes. Ça, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer pour construire. Alors, les séquences électorales, la gauche. D'abord, ce que on oublie de dire, c'est que le rééquilibrage, ce n'est pas un rééquilibrage parce que je ne sais pas quoi, hein. C'est une élection européenne où tout le monde n'était pas complètement sur cette ligne au début. En autonomie politique, la social-démocratie s'est présentée aux électeurs en assumant qu'elle est pro-européenne, qu'elle est contre les dictatures et la guerre en Ukraine, qu'elle ne fait aucune concession sur la question non seulement du libéralisme, mais sur les questions qui touchent à la démocratie, aux droits humains, à l'écologie, au féminisme. L'ensemble de ce que l'on est s'est présenté devant les électeurs et pas tout seul, dans une confrontation qui n'avait pas eu lieu jusqu'à présent
avec une autre liste qui avait le leadership à gauche, au point même que notre candidat a dû subir des violences, que notre premier secrétaire a été insulté, que nous avons été calomniés par notre partenaire de gauche, la LFI. On a assumé devant tout le pays notre différence, notre programme, notre identité. Et nous avons rééquilibré, et c'est sur cette base qu'on a rééquilibré l'accord législatif. Alors, on reviendra sur le chemin à suivre, mais en tous les cas, ce chemin-là, on ne peut pas l'abandonner. C'est bien l'affirmation, assumer cette bataille politique de leadership sur les valeurs fondamentales qui nous permettra de faire que la gauche gagne. Alors est-ce que, en faisant ça et en assumant cette confrontation, on divise? Non, c'est comme ça qu'on va rassembler la gauche. Parce qu'elle est condamnée à se fracasser si c'est la LFI qui la domine. Pourquoi? Parce que maintenant, l'expérience nous a montré, et nos électeurs vous l'ont dit partout, vous le savez ce qu'ils nous ont dit pendant les européennes, et le bonheur qu'on avait, cette fierté qu'on avait. Mais ils nous disaient, bon, arrêtez avec Mélenchon quand même. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont contre l'Union, parce qu'ils veulent l'extrême droite, non, ce sont nos électeurs. C'est parce que, avec eux, on a un problème, qui est de l'ordre des valeurs. Certains disent l'antisémitisme. Oui, l'antisémitisme, c'est vrai que c'est un catalyseur, un révélateur de beaucoup d'autres choses. Or, ce problème, ce n'est pas la divergence qu'on peut avoir sur la retraite à 60 ans ou à 62 ans. C'est un problème crucial sur les fondements de ce qui fait l'identité de la gauche et sur ce qui fait la façon dont elle s'est reconstruite au lendemain de la guerre, de la libération, en termes de valeurs républicaines, adossées à un socle et à un pacte social que le libéralisme est en train de fracasser. Alors, certains, j'ai entendu quelqu'un dire, il fricote un peu avec la ligne sur cette question de l'antisémitisme, mais quand même on continue. Non, si je mets les points, si je faisais des points sur une feuille du nombre de déclarations et de débordements de la ligne rouge sur cette valeur-là, des dirigeants de la LFI et de Jean-Luc Mélenchon, même personnellement, je ferai une ligne, en fait, tellement les points seraient rapprochés. Et la ligne rouge est dépassée. Et les Français le savent. Et c'est pour ça que c'est le parti considéré comme le parti le plus antisémite de France. Mais dans quel moment de l'histoire on a eu un partenaire qui était considéré comme le parti le plus antisémite de France? Dans quel moment? Parce qu'on a eu des divergences avec le PC. Alors, chers camarades, pourquoi je dis ça et je vais conclure? Pas par facilité, parce que moi-même, je vois bien qu'il y a des éléments d'impasse. Nous devons faire l'union de la gauche, car c'est la façon de gagner. Oui, nous devons le faire. Mais nous avons un problème qui n'est pas le problème qu'on a eu toujours pour faire l'union de la gauche. C'est que nous avons un partenaire souvent déloyal, insultant, avec des méthodes qui, au moment où ils font conforter les institutions à la démocratie, jouent plutôt le chaos, qui ne profitent qu'à l'extrême droite in fine. Et dans ce moment où le danger, c'est l'extrême droite, on a un problème. Alors, je veux conclure en disant, en reprenant ce qui a marché, il faut affirmer de façon très forte la social-démocratie avec l'ensemble de ses valeurs. Il faut assumer toutes les confrontations idéologiques à gauche. Il faut avoir comme ennemi principal, parce que ce n'était qu'un sursis que nous avons eu, à en avoir conscience, pas penser qu'on a gagné parce qu'on a fait 28%. C'est l'extrême droite qui est là. C'est l'extrême droite qui a encore progressé pendant ces 2 mois, pendant qu'on parlait d'un casting. Oui, donc
regarder les choses en face, recommencer ce qui a marché, cette campagne formidable de Raphaël Glucksmann, du Parti socialiste, de tous les militants qui avaient retrouvé cette fierté d'affirmer l'ensemble de leurs valeurs et faire l'unité d'action face à la droite et l'extrême droite avec toute la gauche. Voilà le chemin. Les formes, on pourra discuter demain, machin, comment on se positionne sur la formation du gouvernement, sur tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas affiché clairement ça devant le pays et devant toute la gauche, alors dans 1 an ou dans 3 ans au présidentiel, ça sera l'extrême droite au pouvoir. Merci David. Alors, il nous reste 15 minutes tout compris. Donc, même si, pour une fois, tous les intervenants ont respecté leur temps de parole à très peu de choses près. Donc, même David, absolument. Comme quoi, tout le monde a respecté son temps de parole, même David. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre 3-4 questions et que tout le monde y répondra en même temps qu'ils rebondiront aux interventions les uns des autres. Donc voilà, allons-y. Je ne vois pas les... Oui, je pense avoir le micro. Oui. Bonjour. Le deuxième intervenant, pardon de ne pas avoir retenu. Rémi Lefebvre. Oui, merci. Est-ce que je n'ai pas compris ton intervention, mais j'ai peut-être été distrait sur la notion de proportionnel. Est-ce que tu peux la préciser, s'il te plaît? Merci beaucoup. Si tout le monde peut faire des questions comme ça, qui sont à la fois des vraies questions et à la fois très courtes, je vous en serais gré. Peter, oui. Là-bas. Tiens, ouais, là-haut. Une femme. Femme, homme. Exactement. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une question de valeur. Et je dois dire que la société civile, surtout celle qui se charge des droits humains, s'est beaucoup détournée du Parti socialiste pour aller ailleurs, notamment suite à la loi sur le renseignement, suite à l'état d'urgence qui s'est perpétué dans le droit commun, suite aux différentes lois qu'il y a eu sur l'immigration et le droit d'asile. Et j'aimerais savoir, au-delà des alliances, en quoi le Parti socialiste va s'engager sur ces questions-là, parce qu'on n'en parle plus et ça reste une blessure profonde. Merci. Troisième. Bonjour, je suis une militante PS, vraiment la base. Et je voulais je voulais poser une question à Pierre Jouvet. Pourquoi j'ai fait campagne pour Raphaël Glucksmann. J'ai boité, j'ai fait un meeting, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, non, mais on a le droit de parole, rassurez-moi, au PS, on a le droit de parole. Oui, les mais militants. très court. D'accord, ok. Et une mais question. quand même, comme on nous a pas demandé l'alliance, moi je voulais juste savoir, tu nous fais part des résultats de Manon Aubry, 1 million. Moi, je m'en fous de LFI. Moi, je veux pas. Par contre, je veux savoir comment le PS, on va récupérer nos militants, nos électeurs qui sont partis à l'extrême parce que nous, PS, on n'a pas été foutus et c'est le monde ouvrier. Hein, et ouvrier, c'est pas sale. Voilà. Donc moi, je veux des chiffres du PS et je veux que le PS voilà. Moi, je ne veux plus être le supplétif de LFI. Mais merci. Dernière question, là-haut. Alors, ma question va être simple. Alors, j'ai vu qu'on avait quand même 2 points de vue, le point de vue plutôt unioniste et le point de vue anti-union. À ces gens-là, je leur poserai la question, est-ce que vous accepteriez... S'il vous plaît. Laissez-le poser la question. Est-ce que vous accepteriez, dans le cas où on négocierait effectivement avec M. Macron, de ne pas revenir sur certaines réformes qui sont ultra impopulaires, comme la réforme des retraites? Est-ce que, par exemple, ce serait un compromis que vous pourriez faire? Ce sera tout pour ma question. Merci. On n'a plus assez de temps, donc je vous propose d'avoir tout de suite la parole à nos intervenants pour à la fois la partie rebond et la partie réponse. Non, mais je pense que... Oui, d'abord Rémi pour... Alors pour la proportionnelle, oui, désolé, j'ai pas eu le temps, j'étais très allusif. Alors, l'idée c'était de dire que voilà, aujourd'hui, si on veut changer les règles du jeu politique, ce qui me semble à la fois le plus urgent et le plus facile, c'est de mettre en place un scrutin proportionnel. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de forces politiques qui y sont favorables. D'ailleurs, les macronistes eux-mêmes avaient tenté avaient quelques velléités sur cette question. Alors,
La proportionnelle, d'abord, c'est, il me semble, la ligne politique du Parti socialiste depuis longtemps. Je vous rappelle par ailleurs que nous sommes le pays en Europe, le seul pays qui n'avons pas de scrutin proportionnel, avec les Anglais qui ont un scrutin majoritaire à un tour, et que la proportionnelle, c'est ce que je voulais dire. D'abord, petit 1, elle permet de représenter plus fidèlement les forces politiques dans la société. Elle permet d'éviter ce qui, à mon avis, mine la légitimité du vote, c'est-à-dire le vote utile et le vote stratège. Donc elle permet d'avoir une utilité du vote et une lisibilité du vote et une représentativité du vote qui soit plus forte. Elle permet aussi, évidemment, alors là, évidemment, d'entrer dans une culture du compromis si tant est qu'on est favorable à cette culture. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai dit un peu rapidement. C'est-à-dire que, par contre, effectivement, la proportionnelle, ça introduit évidemment une culture de la négociation, de la délibération entre partis, qui peut être aussi, il faut le dire très clairement, défavorable à la gauche. Parce que la gauche, tout à l'heure je parlais du fait majoritaire, mais la gauche a bénéficié aussi du fait majoritaire. Quand François Hollande est élu en 2012 et qu'il a une majorité absolue à l'Assemblée, il bénéficie aussi du fait majoritaire. Donc la prime majoritaire, elle est favorable. Bon, et puis évidemment, ça renforce le parlementarisme. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au PS, par rapport à cette problématique qui est un petit peu le nœud gordien de vos échanges entre le rapport du PS à LFI, évidemment, la proportionnelle, ça permet en fait de négocier après l'élection et pas avant. Voilà. Et donc du coup, effectivement, il me semble que par rapport à ce qui existait actuellement, et notamment par exemple l'accord de 2022 qui s'est fait sur la base du score de Mélenchon de la présidentielle, c'est-à-dire en gros très clairement Mélenchon qui impose ses conditions parce qu'ils ont un candidat plus performant que le candidat du PS aux élections présidentielles, ça permet à mon avis de donner un peu d'air au Parti socialiste. Voilà, donc c'est pour ça que j'attends de voir si ce débat émerge. Je pense que la France insoumise n'y sera pas favorable à la proportionnelle. Même si c'est officiellement sa position, je ne suis pas sûr que... voilà. Et puis, simplement pour répondre à Hélène Geoffroy sur quand j'ai dit que l'alliance avec la France insoumise avait permis de réancrer le PS à gauche. Il ne s'agissait pas de réancrer le PS à gauche aux yeux de l'opinion. Alors peut-être pas, j'imagine que vous n'avez pas besoin de LFI pour être ancré à gauche, mais très clairement, les enquêtes d'opinion montrent que, après la période un peu difficile quand même de l'exercice du pouvoir, cette alliance a permis au moins, et je pense que c'est réussi de ce point de vue-là, de redonner une légitimité aux yeux de l'opinion à gauche et de réancrer le PS à gauche dans l'opinion. Ça me paraît assez clair. Merci. Tu veux dire un mot, Ambre Ouais. Moi, je veux bien qu'on vive dans je veux répondre à la question du camarade, mais il ne faut pas déformer ce que j'ai pu dire. J'imagine que ça adressait à des unionistes, non-unionistes. Aucun d'entre nous n'a été sur ce champ-là. On a été sur la question des valeurs, sur le projet politique porté et sur la vision qu'on a pour le pays. Enfin, je pense que tu as mesuré comme nous tous la gravité du moment. Donc, ce n'est pas le moment de faire des postures, des jeux, des billards à 50 bandes, parce que tu sais, à la fin de cette histoire, si le pays n'a pas de stabilité, nous serons tous balayés, de droite et de gauche. Il ne restera que le Rassemblement national, parce qu'il aura capté toutes les protestations. Alors, on peut s'amuser à se lancer des anathèmes. Est-ce que toi, tu es vraiment de gauche? Parce que tu as dit qu'avec LFI, ça ne va pas. Est-ce que tu as moitié de gauche en fonction de ton rapport aux écologistes? Mais peut-être qu'il est temps de se dire ce que nous sommes, nous, les socialistes. Est-ce que nous sommes obligés de nous définir par rapport aux autres formations politiques? Je ne le crois pas. Je suis même sûre du contraire. Est-ce que nous devons... Non, est-ce que notre rôle de parti politique, qui a plus de 2 siècles, est-ce que notre rôle n'est pas de dire à un moment de crise inédite, voilà le chemin que nous pourrions emprunter? Est-ce que c'est pas ce que les Françaises et les Français attendent de nous? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit aux Européennes? Bien sûr qu'ils attendent des réponses. De nous, d'autres, pas que de nous. Et je rejoins un camarade qui dit comment nous allons retrouver la classe ouvrière, le peuple. Évidemment, comment nous allons travailler pour lui, qu'il ait conscience que nous travaillons pour lui.
Parce que nous sommes de gauche, évidemment. Comment les électeurs, nous allons les convaincre? Et moi, je crois que les Françaises et les Français se rendent compte quand on est dans l'insincérité. Et moi, je le dis parce que cela n'a pas été redit, et puisqu'on parlait de loi, je n'ai pas compris la camarade si elle parlait de loi d'Emmanuel Macron, de loi du quinquennat précédent, puisque peut-être certains ne savent pas d'entre vous, j'ai été ministre sous le quinquennat de François Hollande et je ne m'en excuserai pas plus. Je m'en suis excusée quand on est sorti, quelles que soient les erreurs qui étaient commises, évidemment, et qu'on a tous reconnues. En revanche, la question a été la suivante. Quand le quinquennat a fini, avec son lot de frondeurs, de légitimistes, et je ne jette plus la pierre, le débat est passé. Nous avons tout perdu, tous. Parce qu'au lieu de gérer le pays, nous avons fait un débat entre nous. Mais puisque pour l'instant nous ne le gérons pas, il est peut-être temps de faire le débat entre nous pour dire ce que nous voulons, pour ne pas avoir à le faire quand on est aux responsabilités. C'est ça l'objectif. Et je finis, parce que quand même, il faut que je réponde à la question de quels sont les projets. Nous avons clairement dit que nous voulons abroger la loi sur la retraite à 64 ans. Donc un gouvernement de cohabitation, c'est ce qu'il doit faire. Mes chers camarades, tu es pour la retraite à 60 ans ou à 62 ans si tu veux m'entraîner là-dessus? Quel est le processus et le projet? Camarades, quelle est ta doxa économique aujourd'hui? C'est celle de la France insoumise ou c'est celle du Parti socialiste? Quel est ton rapport? Dis-moi, quel est ton projet? Eh bien, je te mets en peine de me répondre. Tu serais bien en peine de te répondre. Et je finis d'une phrase. Non, parce que je ne voudrais pas qu'on reste sur des malentendus. Je finis d'une phrase très sérieusement et avec la gravité nécessaire. En 1 minute. Le pays est en train de se défaire. Le pays est en train de se défaire. Et nous avons, depuis 5 ans, nous les avons vécus ensemble. Les gilets jaunes, les manifestations de la réforme des retraites, les émeutes dans les quartiers populaires. Et donc, c'est à ces crises-là maintenant que nous devons apporter des réponses. Et donc, je le redis, les réponses ne peuvent être que celles liées aux questions de justice sociale, de lutte contre la précarité, de cohésion, de vivre ensemble, et sûrement pas en dressant les Français les uns contre les autres, ou en les essentialisant. Et je finirai là-dessus en vous disant, nous sommes socialistes et donc nous avons les réponses et les solutions pour peu que nous nous y mettions. Merci Hélène, David, très rapidement parce que Ouais, on va se faire virer par la prochaine table ronde. Oui, sur la proportionnelle. Je pense sincèrement, d'abord que ça n'a pas été toujours, malheureusement, intégré au programme du Parti socialiste. Il a accepté un moment de réfléchir à une dose. Mais moi, de toute façon, quand je juge notre bilan, je ne juge pas ce qu'on a écrit dans nos programmes. Hein. Je juge ce qu'on a fait parce qu'on a été longtemps au pouvoir. Donc on n'a pas fait la proportionnelle, donc on n'a pas été pour. C'est tout, c'est simple la vie. Et c'est comme ça que les Français jugent chacun. Donc je suis pour la proportionnelle. Parce que dans ce moment politique où il y a une tripartisation, 3 blocs, et qu'on a des instants de tripartition, et qu'on a une 5e République qui n'est pas fabriquée pour ça, c'est destructeur. Ça refait que c'est l'élection présidentielle qui détermine tout, et l'élection présidentielle qui détermine tout, c'est ce qui tue la politique et qui tuera notre démocratie. Donc, si on veut en sortir, il faut commencer par quelque chose. Probablement pas le grand soir institutionnel maintenant, oui, mais puisque quasiment toutes les forces politiques qui sont à l'Assemblée le souhaitent, une proportionnelle. Ce qui permettra la stratégie que j'ai énoncée dans mon introduction, l'affirmation devant le pays de ce que nous sommes, de l'offre politique social-démocrate et écologiste, de façon claire, comme on a pu le faire aux européennes. Et c'est comme cela qu'on redeviendra hégémonique, entre guillemets, pas hégémonique, je parle idéologiquement, il faut arrêter de penser qu'on peut dicter au reste de la gauche nos desiderata. Mais en influence, en termes de valeurs, d'orientation, de façon de voir la politique, la démocratie et le monde, il faut reconquérir cela et on peut le faire que devant les électeurs, pas entre nous dans des congrès. Et devant les électeurs, si nous sommes dans une situation où on doit en rabattre, alors qu'on a des partenaires qui, eux, tous les jours,
affirment complètement, sans même nous consulter, tout ce qu'ils veulent. Ils appellent à une manif le 7, ils n'ont consulté personne. Ils décident de dire destitution la veille où la délégation doit rencontrer Macron, ils en ont discuté avec personne. Ils matricent, ils obligent tout le monde à s'orienter sur leur position. Et je finis pour répondre à la question sur les retraites. Parce que ça permet aussi de répondre au fond de sauce qui est malsain, et d'ailleurs, qui fait partie de ce que je combats dans la culture politique de la France insoumise. C'est l'accusation de « t'es pas de gauche » ou « t'es pas assez à gauche ou tu vas trahir », qui nous tétanise. Bon, moi, depuis que je fais de la politique, je suis tétanisé par le fait de ne pas me faire avaler par le système, de ne pas le combattre suffisamment, mais enfin, pas d'être accusé par des gens qui, il n'y a pas longtemps, ont écrit des livres et des théories pour dire que la gauche n'existe plus, c'est le peuple qui doit le remplacer. C'est ça le populisme de gauche. Ils ont écrit des livres. Mélenchon a dit « je ne suis pas de gauche » à un moment. Si, il l'a dit. Si. Alexis, tu es là et je sais que tu le sais qu'il l'a dit. Donc je veux finir en disant, moi, je ne soutiendrai pas un gouvernement. Je finis. Laissez finir. Il vous reste vraiment une minute. Je finis en disant que je ne soutiendrai jamais un gouvernement qui ne revient pas sur la réforme des retraites, car ça a été nodal dans les quinquennats précédemment, et c'est ce qui a rassemblé le plus la gauche, pas seulement politique, mais syndicale, associative, le peuple de gauche tel qu'on l'entend. Donc c'est nodal. La deuxième question, je ne soutiendrai jamais un gouvernement qui ne revalorise pas les salaires et le SMIC. Voilà. Et donc, si c'est les craintes, pour que le débat soit simple, il n'y a pas les unionistes et les non-unionistes. Il n'y a pas les droitiers et les vrais gens de gauche. Parce que je ne vais pas t'étaler ma vie politique et tous les combats que j'ai pu mener. Il y a un débat normal pour savoir, dans une situation où la gauche est à 28%, où l'extrême droite a fait 40% aux européennes, où nous avons un sursis de quelques mois avant, probablement une législative où ils peuvent prendre le pouvoir, comment on fait pour qu'on évite cela et surtout que les Français vivent mieux, même un peu. Merci beaucoup. La dernière phrase. Je vais être bref. Merci pour ce débat, merci pour ces échanges. Quelques mots qui vont essayer de reprendre l'ensemble de vos questions, des européennes en passant par les valeurs, à la question de nos militants qui est évidemment centrale. Si je devais tracer des lignes et des perspectives, je veux que notre parti, ce soit un parti populaire et pas populiste. Je veux que nous sachions faire des compromis, mais que nous ne soyons jamais dans la compromission. Je crois que ce qui doit aussi nous amener à réfléchir pour la suite, c'est ce qui a fait nos pas et nos victoires. On a beaucoup parlé de la question des élections européennes en finalement, quelque part, la caricaturant, et je le dis parce qu'on avait construit ce beau projet avec Raphaël, Christophe Clergeau et quelques autres, comme un projet simplement social-démocrate lambda. C'est pas ça qu'on a fait. On a fait une campagne qui était radicalement différente de ce qu'on a toujours fait aux élections européennes. Parce que quand on disait qu'on voulait revoir les règles du déficit, quand on disait qu'on voulait faire le Buy European Act, c'est-à-dire refaire du protectionnisme à l'échelle de l'Europe, quand on disait qu'on voulait réintroduire de l'industrie à l'échelle européenne pour remettre de l'industrie en France, jamais dans les 30 dernières années les socialistes n'avaient porté ces propositions-là. Et donc ce qui nous fera la victoire politique sur le fond, dans ce combat de rassemblement de la gauche pour être en tête des forces de gauche, c'est d'être capable de porter ces propositions qui sont ces propositions que je définis comme de la radicalité tranquille. Radicale sur le fond, tranquille sur la forme, parce que nous ne sommes pas des agitateurs. Et c'est comme ça qu'on récupérera, je le crois, les classes populaires, les classes moyennes. C'est comme ça qu'on récupérera les femmes et les hommes qui, dans les quartiers, se sont détournés de nous. Parce que jamais nous ne pourrons dormir tranquilles en étant socialistes, tant que dans nos quartiers populaires, les jeunes se mobiliseront simplement par des mesures extrêmement fortes et plus radicalisées mises en œuvre par la France insoumise. Et quand dans nos communes rurales, dans notre France périurbaine, cette même France qui en a ras-le-bol, qui est étranglée, se retourne vers le Rassemblement national, notre réponse, elle est là. Et elle se porte par ce discours qui est fondamentalement différent. Nous ne serons pas dans ces compromissions que nous avons pu faire parce que diriger,
ne veut pas dire trahir, parce que diriger veut dire changer la vie. Et c'est ça le Parti socialiste de demain qui sera la force et le moteur du rassemblement de la gauche et des écologistes. Merci à tous.